Bonjour Denis. Bonjour Carole. Bonjour, je me présente, Carole Laubry. Je suis associée fondatrice du cabinet Résultance, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des transformations culturelles et managériales. Et j'ai demandé à Denis, qui va se présenter, de nous rejoindre pour animer cette thématique passionnante, décider ensemble dans l'incertitude. Avant qu'on commence, Denis, je te laisse te présenter. Mmh. Donc, moi, je m'occupe essentiellement d'accompagner les hommes et les organisations et beaucoup, avec Carole dans son cabinet Résultance, en ce qui concerne, l'analyse de pratique, la supervision, le coaching collectif. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour l'instant, c'est qu'on réfléchisse ensemble, sur ce thème qui est, décider ensemble dans l'incertitude. Thème tout à fait d'actualité avec la crise du covid, où personne ne sait où on va. Ça, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'on ne sait pas où on va. Par rapport à cette question-là, la première chose sur laquelle on peut réfléchir, c'est ce que c'est que cette crise. La crise, ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose qui survient et qui nous questionne dans tous nos repères, dans tous nos modes de décision et dans toutes nos manières d'agir. Face à ça, la première chose qui caractérise l'ensemble des collaborateurs d'une équipe, c'est le besoin de protection pour faire face aux dangers. On le voit bien actuellement à quel point en France on a un énorme besoin de se sentir protégé et qu'il y ait quelqu'un qui a l'air de savoir plus que nous. Mais en même temps qu'il y a un besoin de protection, il y a un besoin aussi pour que les équipes se mettent en marche, de leur offrir des opportunités, de leur donner des permissions pour pouvoir avancer et saisir des opportunités. Ça renvoie à ce que dans la livre transactionnelle on appelle la règle des 3 P, hein, c'est-à-dire que la puissance de quelqu'un est liée à la protection qu'on lui donne et à la permission qu'on lui accorde. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les collaborateurs et c'est surtout vrai en temps de crise. Alors, la caractéristique de la situation de crise, c'est qu'en général, le périmètre est très flou et très évolutif. C'est-à-dire que les frontières sont jamais permanentes et qu'on sait d'un jour à l'autre, les choses changent complètement. Et donc, on peut s'appuyer sur aucune certitude. Impossible de définir une vision d'objectif, un but à atteindre et de se mettre en marche par rapport à ce but en se disant qu'on finira bien un jour par l'atteindre. Voilà. Donc, en plus de ça, il y a une notion de durée qui est très difficile à estimer. Généralement, il survient des choses qu'on n'avait pas prévues et donc on est beaucoup dans un pilotage du complexe. Le pilotage du complexe se caractérise par le fait qu'on ne peut rien anticiper et que donc imaginer qu'une certaine expertise va nous permettre de nous sortir d'un problème, c'est rester dans une illusion. Alors les effets de la crise sur les équipes, généralement, c'est que tout le monde est surpris. Il y a souvent une sorte de démobilisation, une perte de confiance, alors soit en soi, soit en son équipe, soit en ses dirigeants, et en même temps, une remise en cause des façons de travailler. Et ce qui peut avoir aussi comme effet, c'est une sorte d'affaiblissement de l'image de l'entreprise auprès de ses salariés. La première chose à réfléchir, sur laquelle on peut réfléchir par rapport aux situations de crise, c'est d'abandonner l'idée de revenir en arrière, de réparer. C'était pas mieux avant, c'était autre chose avant et forcément après, ça sera autre chose et cette autre chose, on n'en a aucune idée. Heu, il faut mieux faire le deuil du passé. Alors je vous renvoie à tout ce que tout le monde connaît, qui est le travail de madame Kubler-Ross sur le deuil, hein, avec déni, révolte, marchandage, dépression, et cetera, ce petit schéma très classique. Heu, la chose qu'on peut dire quand on est responsable d'une équipe dans une situation de crise, c'est qu'au fond, personne n'en est au même degré, à la même étape, en même temps. Et donc on a à gérer une situation dans laquelle chacun a sa manière de réagir et chacun en est là où il en est. Et que la grande difficulté, c'est d'arriver à maintenir un collectif tout en ayant des gens qui sont à des étapes différentes du processus de deuil. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le management dans l'incertitude, c'est un management qui est fait de paradoxes. C'est-à-dire que à la fois, le manager a à maintenir la cohésion du collectif, maintenir le cadre, piloter des décisions, et ce travail qu'il a à faire sur, la cohésion du collectif, le maintien du cadre et le pilotage des décisions, il est fait de paradoxes et de contradictions. Apparemment, les choses contradictoires qu'ils font, c'est, il doit à la fois contenir l'équipe, c'est-à-dire en fait les protéger, leur donner un espace, qui les rassure, tout en ouvrant des possibles. Il faut faire accepter la certitude et en même temps à construire une vision du futur, futur tout à fait incertain.
Le manager doit être capable à la fois de rassurer, c'est-à-dire de toujours pareil, hein, par rapport à l'idée de l'incertitude, et en même temps d'offrir la possibilité de confronter les personnes, leurs peurs, leur refus d'avancer, leur dénégation. Donc il faut à la fois rassurer et confronter. Et en même temps, il doit créer les conditions des réengagements des personnes, tout en affirmant son autorité quand c'est nécessaire. Et ça peut paraître paradoxal dans la mesure où, quand je crée les conditions du réengagement des personnes, ça veut dire que j'ai envers eux une demande, une proposition d'autonomie qui peut paraître contradictoire avec le fait d'affirmer son autorité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis amené à dire: «Oui, mais c'est comme ça et de toute façon, on ne peut pas faire autrement», et d'autres moments amené à dire quelque chose comme: «Ben, qu'est-ce que tu pourrais faire? Comment tu pourrais t'y prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il n'y a que toi qui peux savoir». Voilà, donc on a cette espèce de posture complexe entre affirmer son autorité et déléguer de l'autorité. Alors, décider dans l'incertitude répond à un certain nombre de règles extrêmement simples et sur lesquelles on ne peut pas déroger. D'abord, piloter des décisions dans l'incertitude, c'est ne pas décider seul. Quel que soit votre génie de manager, c'est l'ensemble, c'est la mise en commun de toutes les connaissances, de toutes les perceptions, de toutes les connaissances qui va vous permettre de faire que la décision soit la plus adaptée possible à la situation et en même temps, qu'il soit capable de mobiliser le collectif. C'est-à-dire que le travail du manager dans cette situation-là, c'est pas d'essayer de trouver la meilleure décision, mais c'est de créer un collectif, de piloter le groupe pour que les interactions du groupe soient fructueuses, pour produire une décision qui appartient à tous et qui tient compte de tout ce que tout le monde perçoit de la situation. En fait, chacun a sa vérité, hein, chacun a sa raison par rapport à une situation en crise, et aucune des raisons n'est à rejeter plus qu'une autre. Et donc, le travail du manager, c'est de piloter des collectifs pour créer des interactions fructueuses, et en même temps, c'est gérer des processus de décision au long cours. Parce que l'illusion, c'est de croire qu'il suffit de prendre une bonne décision et de s'y tenir pour avancer dans l'incertitude. Or, ce que l'expérience montre, que la décision que je prends à un moment est très très vite remise en question. Donc, piloter dans l'incertitude, piloter les décisions dans l'incertitude, c'est ne pas décider seul, c'est-à-dire être capable d'installer la confrontation. Tout ce que chacun a à dire est important, et le fait que cette mise en commun se fasse sous forme de confrontation, c'est plutôt un gage de fiabilité. Et comme le montrent, on verra les auteurs, je vous présenterai les auteurs qui m'ont servi à ce webinaire, les décisions collégiales limitent le risque d'erreur absurde. À chaque fois que l'erreur a été, qu'il y a eu une catastrophe, c'est généralement parce qu'une personne toute seule a pris une décision sans aller chercher les perceptions des gens qui l'entouraient. Donc, ce que je disais tout à l'heure qui est important, c'est que dans l'incertitude, il faut abandonner l'idée de chercher la bonne décision. De toute façon, l'avenir n'étant pas prévisible, la décision que je prendrai avec une connaissance de la situation aujourd'hui et maintenant, à cet instant, ne sera plus valable dès que la situation aura évolué. C'est-à-dire qu'en fait, la décision n'est pas une action en tant que telle, quelque chose que je fais à un moment et auquel je me tiens, mais c'est un processus. C'est-à-dire que je lance un processus qui va faire que je vais, tout au long du cheminement, évoluer dans ma manière de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'au fond, on va passer de l'idée d'atteindre un objectif au pilotage dans une direction, hein. Alors, je vous ai mis comme image, j'aime bien ça, le livre qui s'appelle Hamburger Hill sur la guerre du Vietnam, heu, qui illustre la façon dont, dans l'armée américaine, heu, le la direction, enfin l'armée décidait de prendre un objectif, et quel que soit le coût humain, hein, ça s'appelle Hamburger Hill parce qu'en fait tout le monde était massacré. Quel que soit, le coût humain, on faisait ce que la direction, ce que les chefs disaient, et souvent, lorsqu'on arrivait au bout de la colline qu'on devait prendre, la situation avait tellement changé qu'on se rendait compte que c'était devenu inutile d'avoir pris cette, colline. Donc ça, c'est quand on cherche à atteindre un objectif, et généralement ça a un coût en matière de ressources humaines matérielles qui est à mettre en rapport avec l'intérêt d'atteindre l'objectif. Quand l'objectif est incertain, il faut se poser la question de savoir si ça vaut le coup d'investir autant d'énergie sur quelque chose qui peut-être demain sera plus valable.
Et je mettais ça en regard, je mettais en regard de ça le bouquin de François Julien qui s'appelle La propension des choses, où il met en où il explique la façon dont Sun Tzu, qui est un des maîtres de la guerre, de l'art martial en Chine, explique comment on n'atteint pas un objectif, mais on va dans une direction en se situant dans la propension des choses. C'est-à-dire, il faut aller là où c'est ouvert et avancer un pas. À chaque fois qu'on fait un pas, on réanalyse le problème, on voit où on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller, où ça coûterait trop cher d'aller, et on avance comme ça, peu à peu, dans une direction. C'est-à-dire que dans l'incertitude, on ne peut qu'espérer aller dans une direction, mais pas atteindre un objectif. Alors ça a un intérêt de réfléchir plus en termes de direction qu'en termes d'objectif, c'est qu'en fait, si on regarde bien, l'objectif nous donne une limite. Peut-être qu'au fond, je peux aller beaucoup plus loin que l'objectif que je me suis donné, hein, je peux avoir cette belle surprise qu'au fond, je vais aller beaucoup plus loin. Si je me contente de décider d'atteindre l'objectif et d'en rester là, je peux peut-être passer complètement à côté de quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant. Donc, aller dans une direction, dans l'incertitude, est beaucoup plus efficace que de chercher à atteindre un objectif. Alors, je disais tout à l'heure que la seule manière d'avancer dans l'incertitude, c'est de tenir compte de tout ce que les contributeurs de la situation ont à dire. Et pour ça, il y a un outil qui est très intéressant, euh, qui va permettre de tenir compte de tout ce que les contributeurs de la situation ont à dire, chacun ayant ce qu'il a à dire. Chaque personne a quelque chose d'intéressant à dire, et je suis obligé d'en tenir compte. Donc cet outil qui est Libre Démocratie est un outil qui permet de produire des décisions collectives avec comme effet d'être un amplificateur d'engagement, parce que vous vous doutez bien que lorsqu'une personne voit que sa parole est entendue et prise en compte dans une décision, c'est plus un facteur d'engagement que quelqu'un qui n'est pas entendu. Voilà. Et ça permet justement aussi d'exploiter la sagesse du groupe, hein, en sachant que à tous ensemble, on a plus raison que chacun tout seul dans son coin. Mais la grande difficulté de ça, et c'est pour ça que ça nous ramène au rôle spécifique du manager, c'est qu'un bon manager, ce n'est pas un expert qui prend une décision juste, c'est quelqu'un qui est capable de piloter des collectifs. Et donc, il a à faire face à une question très importante qui sont les biais de la communication. Lorsque je me mets à faire réfléchir ensemble des collectifs, je vais me heurter à un certain nombre de difficultés complètement inconscientes, absolument inconscientes, mais qui sont toujours présentes dans la manière dont le groupe fonctionne. Alors, on peut en prendre 2-3 comme ça, sans forcément aller au bout de tous ces biais-là, mais le premier biais qui apparaît, c'est la surévaluation de l'opinion des figures d'autorité. Souvent, quand je suis amené à former des managers, à animer des réunions, je leur dis tu parles en dernier, parce que si tu parles en premier, la discussion est finie, parce que, étant une figure d'autorité, ce que tu dis va influencer définitivement la plupart des contributeurs, sauf ceux peut-être qui sont dans une opposition, dans une volonté de contre-pouvoir ou des choses comme ça. Mais quelqu'un qui aurait quelque chose à dire, mais qui ne se sentirait pas très sûr de lui, fera disparaître sa propre pensée derrière l'opinion de celui qui représente l'autorité. Qu'il le veuille ou non, encore une fois, ce n'est pas forcément conscient. Donc il y a un certain nombre de biais comme ça qui grèvent la prise de décision juste. Et donc le travail du manager dans les prises de décision incertitude consiste à être capable de prendre en compte tous ces biais pour pouvoir rendre fructueux le travail du groupe. Alors, dans la prise de décision, dans l'incertitude, il y a 4 sources d'erreurs importantes. La première, c'est l'erreur de représentation. C'est-à-dire que si je n'ai pas une vue la plus juste possible de la situation, il y a toutes les chances que les décisions que je prenne ne soient pas justes. Mais il y a aussi un certain nombre de choses, ce qu'on appelle les a priori, les allants de soi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont évidentes, mais tellement évidentes que je ne les vois plus. Je me rappelle ce que disait Jean Paulhan, c'est la particularité de l'évidence, c'est de passer inaperçu. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne questionne même plus tellement elles sont évidentes et qui pourtant vont avoir un effet sur la manière dont on prend les décisions en commun. Il y a une autre source d'erreur dans les prises de décision, c'est la destinationnite. Alors, ce qu'on appelle la destinationnite, c'est souvent lorsque
on est dans un processus, on est presque arrivé au but, ça y est, on y est, on y est, on y est. On a tendance, parce qu'on sait qu'on est au but et que ça y est, ça va se terminer, à laisser de côté, des éléments extrêmement importants. Juste pour mémoire, je vous rappelle que, les accidents de bricolage, domestique arrivent généralement en fin d'après-midi. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai presque fini, mais je ne me rends pas compte que je suis fatigué. Je sens que, bon allez 5 minutes, je suis fatigué, mais bon, il faut que j'avance, faut que j'avance et paf, c'est là qu'il y a le plus d'accidents. Donc la proximité de l'atteinte de l'objectif, l'atteinte du résultat est généralement une source de perte d'attention qui est souvent catastrophique. C'est souvent là que les accidents d'avion arrivent, c'est lorsqu'on est prêt à atterrir. Bon, il y a de l'orage, ok, c'est vrai, il y a du vent, mais bon, on y est, ça y est, on arrive, voilà. Il y a aussi une chose qui est une source d'erreur importante, qui est la perte de sens. C'est-à-dire qu'à force de réfléchir à une situation, il y a un moment où je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? De quoi on parle? De quoi on parle? Très souvent, ça arrive quand on a des processus complexes que se mettre à réfléchir sur une situation fait qu'on perd de vue la signification de la situation et ce qu'on a vraiment besoin de faire. Voilà, donc il y a un certain nombre comme ça de sources d'erreurs dans les prises de décision euh, qu'il est important que le manager ait en conscience pour pouvoir agir à temps avant les catastrophes. Alors, il y a aussi un certain nombre de choses qu'on pourrait voir, mais encore une fois, là, on n'a pas trop le temps de rentrer là-dedans. Il y a un certain nombre de freins à la dynamique du groupe, qui sont par exemple les effets de polarisation, c'est-à-dire le fait qu'à un moment dans le groupe, quelqu'un polarise le groupe, soit en utilisant l'humour, soit en étant insultant, désagréable, etc. C'est-à-dire qui veut polariser le groupe, c'est en fait se positionner en contre-pouvoir par rapport à l'autorité. Mais on peut aussi avoir un chef, un manager, qui veut garder le contrôle du groupe et qui donc polarise par son attitude, garde la parole, coupe la parole aux autres, décide un certain nombre de choses. Donc les effets de polarisation sont des effets extrêmement importants de rupture des dynamiques de groupe. Alors, on ne les passera pas tous en revue, mais j'insisterai juste sur ce qu'on appelle le paradigme de H, qui consiste en fait à, à vérifier que lorsqu'une personne n'est pas vraiment très très sûre de ce qu'elle pense, il suffit qu'autour d'elle, j'ai 2 ou 3 ou 4 personnes qui affirment le contraire de ce qu'elle pense pour qu'elle abandonne sa position. C'est-à-dire, si beaucoup de gens ne pensent pas comme moi, alors sûrement que le nombre a plus raison que moi. En plus de ça, alors ça nous ramène aussi à l'autre effet de la dynamique de groupe, c'est le groupthink. Euh, Peut-être que si je manifeste une position différente, je vais mettre en danger la cohésion du groupe. Et pourtant, on a besoin de cette cohésion. Donc, tous ces effets qui sont des freins à la dynamique du groupe doivent être observés par le manager pour qu'il arrive à obtenir une dynamique de groupe qui soit fructueuse. Voilà. Pour prendre une décision efficace, le manager doit réaliser un certain nombre d'exigences qui sont incontournables. D'abord, c'est instituer le débat et la confrontation, évidemment dans une modalité respectueuse et constructive. Le temps qu'on donne au débat, c'est le temps nécessaire à mettre en commun les éléments d'information dont on aura besoin pour piloter des processus de décision. Deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est bannir le dimo consent. C'est-à-dire que le chef qui dit bon, ça y est, tout le monde est d'accord, et qui, laissant pas plus de 3 secondes au groupe, dit ok, bon, bah, si tout le monde est d'accord, on y va, passe à côté complètement de sa mission. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas donné son point de vue doit être sollicité jusqu'à ce qu'il donne son point de vue, même si c'est pour dire la même chose que les autres, mais qu'il l'affirme, qu'il s'affirme dans le groupe comme ayant le même point de vue. Et lorsqu'on laisse le temps à ce que chacun donne son point de vue, on voit émerger généralement des choses tout à fait inattendues et tout à fait passionnantes. Alors, autre condition d'une prise de décision efficace, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie restreinte appliquée. C'est-à-dire que pour que la décision soit efficace, il faut que seules les personnes concernées par cette décision soient impliquées dans le processus. C'est-à-dire que une des missions importantes du manager quand il y a une décision à prendre, c'est d'être capable de discerner qui a sa place dans le processus et qui n'a pas sa place et qui, parce qu'il n'a pas sa place, soit va saboter la décision, soit va la freiner, soit va être un poids dans le groupe.
Donc, cette capacité à vraiment discerner qui est légitime pour participer au processus de décision contribue à avoir des décisions qui soient efficaces et faciles à prendre en quelque sorte. Alors évidemment aussi, on va considérer, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a des facteurs humains et que la grande qualité du manager dans la prise de décision, ce n'est pas son expertise technique, c'est son expertise à gérer des relations humaines. Voilà. Un certain nombre de choses comme ça sont très importantes, comme par exemple le fait qu'il y ait un avocat du diable. C'est-à-dire que dans un groupe, celui qui dit une chose qui va complètement à l'encontre de ce que pense le collectif est sûrement plus porteur d'informations nouvelles et de ressources que le consensus derrière lequel chacun se réfugie. Il y a un dernier point sur lequel j'insisterai qui est très important pour une prise de décision efficace, c'est la non-punition des erreurs. C'est-à-dire que je ne peux pas amener un groupe à prendre le risque de prendre une décision difficile si je ne l'ai pas contractualisé avec lui le fait que, OK, c'est possible qu'il fasse des erreurs, mais de toute façon, dans l'incertitude, je n'ai que le choix de faire des erreurs. C'est un petit peu ce qu'on voit, ce qui se passe actuellement par rapport aux décisions qui ont été prises en matière de confinement. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est une erreur, et peut-être qu'un jour, ils auront raison. Pour d'autres personnes, ce n'est pas une erreur, et peut-être qu'on s'apercevra qu'ils ont raison, mais on ne sait pas. Et donc, le fait de faire une erreur, la non-punition des erreurs, est une des conditions nécessaires à la prise d'une décision dans un environnement incertain et complexe. Voilà, alors je me suis appuyé pour ça sur quelques lectures qui sont vraiment les bibles dans ce domaine-là, qui est le livre du général Desportes, Décider dans l'incertitude, qui se sert du modèle militaire, et donc notamment je parlais de Sun Tzu tout à l'heure, pour montrer comment en entreprise, au fond, les processus de décision ne sont pas très très différents des processus militaires. Et je me suis aussi servi de Christian Morel, qui a écrit un certain nombre de bouquins sur les décisions absurdes et comment les éviter, et qui montre aussi quels sont les processus, les biais qu'il peut y avoir dans les prises de décision qui conduisent à des décisions qui sont absurdes. Voilà. Carole, je te laisse la parole. Je remettais les vignettes. Voilà, bien merci Denis infiniment pour cette conférence passionnante. J'espère que les personnes qui auront la chance de t'écouter seront aussi passionnées que j'ai pu l'être à t'écouter pendant toute cette période. Donc, je te dis à bientôt pour un prochain webinaire. Et merci à nos auditeurs pour leur écoute attentive. À bientôt, Denis. Au prochain. Au prochain. Salut, Merci. Bye bye.